Voilà, donc on va faire une application aujourd'hui du cours qu'on a fait la semaine dernière. Donc ça, c'est un exemple, c'est un portique. Donc c'est une petite structure composée d'une poutre. C'est le cas général qu'on trouve, sauf que dans la pratique, on trouve des poutres un peu inclinées. Mais c'est un cas presque réel. Monsieur, هذا هو l'exercice باش ناخذ لي طول. Dans l'exercice, oui. Donc ça, c'est l'énoncé de l'exercice. Donc l'exercice, c'est quoi? Donc c'est une petite structure composée, c'est un portique. Donc un portique, c'est quoi? Je le rappelle, c'est une structure composée au moins de 2 poteaux et d'une poutre. Donc la poutre qui supporte les charges est encastrée dans les poteaux. Ça, c'est important. Donc la poutre n'est pas articulée. Puis en bas, les poteaux peuvent être soit articulés, soit encastrés. Ça dépend de la hauteur des poteaux et s'il y a un effet de vent très violent qui peut imposer un encastrement des poteaux pour limiter les déformations qui vont être engendrées par le vent. Parce que le vent donne des charges horizontales qui peuvent donner des déformations importantes. Donc, dans un premier temps, on va supposer que la poutre supporte des charges verticales. Donc, suite à un calcul de RDM, on peut déterminer les efforts dans les poteaux et dans la poutre. Donc, supposons qu'on a déjà calculé les efforts au nœud B. Donc, dans le nœud B, on a déjà calculé l'effort normal dans le poteau parce que le poteau va supporter la moitié de la charge, donc il va être soumis à un effort normal de compression. Puis, puisque la poutre est encastrée dans le poteau, donc il y aura un moment aussi dans le nœud B. Ça veut dire qu'au nœud B, on a 2 efforts. On a un moment fléchissant et un effort normal. Ça veut dire que le poteau va être dimensionné en flexion composée. Et vu que le poteau est soumis à un effort normal de compression, donc on doit tenir compte de l'effet du flottement pour le dimensionnement du poteau. Donc c'est ce qu'on va voir dans cet exercice. Donc si vous voulez prendre des notes, je vous donne une ou 2 minutes avant de passer au calcul. Monsieur, خاصنا غير la valeur ديال la charge. La valeur ديال la charge égale à combien? La charge, je vais la donner après parce que j'ai déjà calculé les efforts. Donc, les efforts sont déjà calculés. C'est bon, on continue? Oui, monsieur. D'abord, est-ce que le schéma est bien compris? Oui, monsieur. D'accord. عندنا les deux extrémités ديال la poutre هما encastrés ou les poteaux sont articulés sur les axes. Voilà. Le nœud B, donc au nœud B, on a un effort normal de compression plus un moment fléchissant parce que la poutre est encastrée dans le poteau. Donc, avant de passer au calcul, donc j'ai proposé des sections pour les poteaux et la poutre qu'on va vérifier tout à l'heure est-ce qu'ils passent. Donc pour le poteau, pour les 2 poteaux, je propose un profilé IPE 360 et voilà les efforts appliqués sur les poteaux. Donc faisons un calcul de RDM, on suppose qu'on a déjà fait un calcul de RDM et on a trouvé au nœud B un effort normal de compression égal à 5376,12 décanewtons et un moment fléchissant égal à 15018,70 décanewtons mètre. Donc voilà les efforts appliqués au nœud B dans le poteau. Donc le poteau est soumis à une flexion composée. Donc, pour la suite des calculs, on aura besoin des caractéristiques géométriques des poteaux. Donc, la section des poteaux, c'est 7273 mm². Les efforts appliqués au nœud.
C'est bon, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur, c'est Donc voilà les caractéristiques géométriques du poteau. Donc section A, c'est 7273 mm². Module de résistance WX, c'est 903,64 cm3. Moment d'inertie, c'est 16265,6 cm4. Et le rayon de gyration suivant X, c'est 14,95 cm. Donc voilà les caractéristiques du poteau. Vous pouvez les noter parce qu'on va les utiliser tout à l'heure dans les calculs. Monsieur, c'est bon. C'est bon. Ensuite, pour la poutre, donc on suppose qu'on a Oui, une monsieur. poutre en IP 330. Donc on aura besoin dans les calculs du moment d'inertie de la poutre, X égale à 11 766,9 cm². Donc avec les efforts appliqués, puis les caractéristiques géométriques du poteau et de la poutre, maintenant, on va passer au dimensionnement. Donc, c'est bon, continue. Oui, monsieur. Donc, premier calcul à faire. Donc, voilà les étapes à suivre lorsqu'on veut dimensionner ou bien vérifier un poteau. Donc, soumis à la fois à l'effort normal de compression plus un moment. Donc, le premier calcul, c'est le calcul des contraintes. Parce que les deux efforts vont donner deux contraintes. Donc, l'effort normal, N va donner une contrainte de compression, sigma égale à N sur A. Donc, N, c'est 5376,12. Sur la section du profilé EP 360, c'est 7273. Donc, il faut vérifier la valeur. Est-ce qu'il est bonne, s'il vous plaît? Oui, monsieur. C'est Monsieur, correct. c'est vérifié. C'est correct, C'est oui. bon. Donc, ça, Mais c'est la s'il vous première plaît, contrainte. s'il vous Oui. plaît, monsieur, c'est en mégapascal ou bien? Là, laisse. C'est une bonne question. C'est en décanewtons par millimètre carré. Parce que Ok. l'effort en décanewtons et la section en millimètre carré. Donc, je vais la noter comme ça. On ne se trompe pas dans les unités. Donc, en décanewtons par millimètre carré. Donc, ça, c'est la contrainte de compression donnée par l'effort normal. Maintenant, on va calculer la contrainte normale donnée par le moment fléchissant, que j'appelle sigma F. Donc, sigma F, la contrainte donnée par le moment fléchissant, comme ce qu'on a vu avant, c'est le moment divisé par le module de résistance. Donc, sigma F égale M sur WX. Là, il faut faire attention. Comment? La valeur, elle est bonne. Donc, juste pour les unités, donc ici, on a le moment en décanewton mètre, le module de résistance en centimètre 3, mais ce qu'on va trouver, c'est on va trouver une contrainte en décanewton par millimètre carré. Ici, les unités sont correctes. Donc, c'est en décanewton par millimètre carré. Donc, ça, c'est la première étape à faire. Donc, on a calculé les contraintes. On va passer à la deuxième étape. Deuxième étape, vu que le poteau est soumis à un effort normal de compression, donc il y a risque de flambement. Donc, on doit tenir compte de l'effet du flambement. Comme d'ailleurs ce qu'on fait en bêta armé, parce qu'en bêta armé, on introduit le coefficient alpha
pour le dimensionnement qui tient compte de l'effet déflorement pour les poteaux en béton armé. Donc, pour la charpente métallique, lorsqu'on a un portique soumis à la flexion composée, donc, on va calculer ce qu'on a vu la semaine dernière dans le cours, deux coefficients qu'on a appelés le coefficient d'encastrement élastique du nœud A et B du poteau. Le poteau est articulé en bas, au nœud A. Donc, lorsqu'on a un nœud articulé, ça veut dire que KA égale à 0, systématiquement. Donc, il n'y a pas de calcul à faire. Par contre, au nœud B, on n'a pas d'appui. Donc, l'appui du nœud B, l'appui du poteau nœud B, en fait, c'est la poutre. Donc, voilà comment on calcule le coefficient d'encastrement élastique du nœud B du poteau. Donc, comment on le calcule? C'est comme ce qu'on a vu dans le cours. C'est la somme des raideurs des poutres qui arrivent au nœud sur la somme des raideurs des poutres plus la somme des raideurs des poteaux. Or, ici, on n'a qu'une seule poutre qui arrive, donc c'est la raideur de la poutre. Donc, la raideur de la poutre, c'est le moment d'inertie de la poutre divisé par sa longueur, divisé par toujours la même raideur, le moment d'inertie de la poutre divisé par la longueur, plus la raideur des poteaux, c'est-à-dire le moment d'inertie du poteau divisé par sa longueur. Or, donc la poutre... LBC ou la LBA? LBA normalement. Où ça? C'est... في لا فالور في كاب بي هي IB على LB. Voilà. BA plutôt. C'est bon? Donc, je rappelle, c'est le moment d'inertie de la poutre, pardon, c'est la raideur de la poutre divisée par la raideur de la poutre plus la raideur de poteau. La raideur de la poutre, c'est le moment d'inertie de la poutre sur sa longueur, et la raideur des poteaux, c'est le moment d'inertie des poteaux sur sa longueur. Donc, on a en numérateur le premier rapport. Moment d'inertie de la poutre, c'est un EPE 330. Donc, le moment d'inertie de la poutre, c'est 11 766,9 divisé par la longueur de la poutre. La longueur de la poutre, c'est 20. Divisé par le rapport qu'on a en numérateur, on va le retrouver au dénominateur, plus la raideur des poteaux. La raideur des poteaux, donc si le moment d'inertie du poteau, c'est 16 265,6, divisé par la longueur du poteau, c'est la hauteur du poteau, c'est 8 mètres. C'est 8 mètres. Donc, ce qui donne le coefficient d'encastrement élastique du nœud B, qu'il faut recalculer et vérifier. Oui, c'est correct, monsieur. Correct. Monsieur, c'est correct. C'est juste très bien. Donc, j'ai au moins des valeurs. Donc, une fois qu'on a calculé KA et KB, maintenant, on peut calculer la longueur du flambeau du poteau. Donc, longueur du flambeau du poteau est donnée par la formule suivante. Donc, on a déjà calculé KA et KB. Monsieur? Oui. Monsieur, le calcul du flambeau du poteau, le moment d'inertie ou la longueur de la poutre, il intervient dans la formule, monsieur. Ah oui, oui. Le nœud B, on n'a pas d'appui. Et l'appui du poteau, c'est la poutre. Oui. Donc, lorsque le poteau flambe, le nœud B tourne. Qu'est-ce qui empêche le nœud B de subir une grande rotation ou bien un déplacement? C'est la poutre. Parce que la poutre a une raideur, une rigidité. Donc, c'est elle qui va limiter la rotation du poteau. Donc, l'effet de la poutre va intervenir. Donc, voilà la formule pour calculer la longueur du flambeau du poteau. Étant donné que le poteau, dans le portique, on n'a pas de croix. Ça veut dire qu'on est dans le cas, on dit qu'on est dans le cas d'une structure à nœud mobile. Donc, la structure n'est pas un nœud fixe. Ça veut dire qu'il peut subir un déplacement horizontal. Et si la structure est un nœud mobile, rien ne limite le déplacement horizontal. Donc, la longueur de flambeau LF sur L est donnée par l'expression racine de 16 plus 2,4 Ka plus Kb plus 1,1 Ka fois Kb sur K plus Kb plus
5,5 A fois KB. Donc, voilà l'expression du poteau. L'expression pour calculer la longueur de flambement du poteau. Oui, monsieur, c'est juste. C'est juste. Donc, à partir de cette formule, on peut déduire la longueur des flambeaux des poteaux, LF. Donc, c'est le coefficient qu'on a trouvé. Donc, c'est 3,089 fois la longueur des poteaux. Voilà. Donc, ce qui donne 24,71 cm. Monsieur, c'est juste. C'est juste. Oui. Donc, on a calculé la longueur des flambeaux des poteaux. Physiquement, ça signifie quoi, le 24? Ça signifie, donc, normalement, on a un poteau qui a 8 mètres de hauteur, articulé en bas et en haut, il est encastré élastiquement sur la poutre. La longueur des flambeaux, c'est 24,76, c'est 16 cm. C'est comme si on a, pardon, c'est mètres, c'est pas centimètres. On a qu'il une erreur. Décimètre, c'est pas centimètre. C'est 24,71 mètres. Donc, c'est comme si on a, physiquement, c'est comme si on a un poteau isolé. Qui fait 3 ou pas? Et la longueur de poteau, c'est 24,71 mètres. Donc, si je le compare avec un poteau sur 2 appuis, qui a la longueur de flambeau égale à la longueur de poteau, c'est comme si on a un poteau qui a 24 mètres, 24,71 mètres. Donc, vous voyez que c'est comme si on a un poteau très haut. Et il a une grande longueur si on avait un poteau sur 2 appuis. Maintenant, Monsieur, l'encastrement est parfait. là, il n'est pas parfait, justement, Il n'est pas parfait. parce que le nœud peut subir une rotation. Le poteau est encastré dans la poutre, et la poutre est aussi encastrée dans le poteau, mais le nœud B peut subir une rotation. C'est à cause de la rotation que l'encastrement n'est pas parfait et que la longueur de flambement est beaucoup plus grande. Vous voyez que c'est 3 fois la longueur du poteau. Donc, après la longueur de flambement, on va calculer les lancements. Donc, je vous donne 1-2 minutes si vous voulez prendre des notes. Puis on passe à la suite. C'est bon, on continue. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, l'étape suivante, c'est une fois qu'on a calculé les longueurs de flambement, on va calculer les lancements. Donc, les lancements, comme vous le savez, donc le lancement lambda x, c'est la longueur de flambement divisée par le rayon de gyration ix. Parce que dans le plan des portiques, La valeur, elle est exacte. par rapport à l'axe fort. Donc lambda x égale à... donc la longueur de flambement, on l'a convertie en centimètres, donc c'est 2471 centimètres divisé par x, c'est 14,95, donc ce qui donne un élancement de 165,28. La valeur est exacte. Voilà, il C'est correct. faut juste faire attention aux unités parce que le rayon de gyration, c'est en centimètres. Donc, on doit convertir la longueur de flambement en centimètres pour calculer le lancement. Donc, une fois qu'on a calculé le lancement, on va calculer la contrainte critique de l'air. Donc, contrainte critique de l'air est donnée par la formule, donc sigma k égale à pi carré E sur lambda x au carré. E, c'est le module de Young, c'est 21 000 décanewtons par millimètre carré. Et lambda, normalement, c'est au carré. Je vais dire ici. Donc, il manque un carré. Je vais rapidement changer. Oh, qu'est-ce que j'ai fait?
165,28 au carré. Ouais, c'est ce que je vais me faire. Comme insertion. Monsieur, la valeur est correcte. 7,50. La valeur est juste. C'est juste, monsieur. Oui, monsieur. واخا غنقدر لكم. Là, 165,28. au carré. Oui, monsieur. Carré. Décalé La en valeur est centimètres. juste. Donc, Oui. voilà, Décalé par exactement. millimètre carré. Des newtons par millimètre carré, exactement. Voilà, donc on a calculé la contrainte critique. Maintenant, on va calculer, donc suivant le règlement, on va calculer un coefficient nu. Donc le coefficient nu égale à la contrainte critique divisée par la première contrainte sigma qu'on a calculée. Donc sigma critique, c'est 7,58 sur sigma. Est-ce que vous vous rappelez de la valeur de sigma? Ou bien on va la chercher. Sigma, c'est n sur a. C'est la première qu'on a calculée. Égal à monsieur Sigma. 16,60. Avec sigma f. Monsieur 0. 0,700. Ah, 0,700. Voilà. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il donne le rapport? 10,25. C'est correct. Bon, c'est correct, sans unité. Maintenant, une fois qu'on a calculé le coefficient nu, on va calculer ce qu'on appelle le coefficient d'amplification des contraintes. On a deux coefficients à calculer. Coefficient d'amplification des contraintes normales, c'est-à-dire l'effet de l'effort normal, parce que après flambement, la contrainte donnée par l'effort normal va être amplifiée, va être multipliée par un coefficient K supérieur ou égal à 1 qui est donné par l'expression suivante, donc K égale à nu moins 1 sur nu moins 1,3. Oui, c'est juste, monsieur. Donc la valeur est juste. Donc une fois qu'on a calculé le coefficient d'amplification des contraintes normales, on va calculer un deuxième coefficient qu'on appelle coefficient d'amplification des contraintes de flux. Parce que même le moment fléchissant, il a donné la contrainte sigma f, mais l'effet de flambement va amplifier cette contrainte. C'est pour cela, on va calculer un deuxième coefficient qu'on appelle coefficient d'amplification des contraintes de flexion, qui est égal à Kf égale à nu plus alpha sur nu moins 1,3, avec ici alpha égale alpha peut prendre plusieurs valeurs. Ça dépend, est-ce que le poteau est chargé ou non. À l'intérieur du poteau, il n'y a pas de charge. C'est l'effet de la poutre qui donne des charges sur le poteau, qui donne à un moment un effort normal. L'effort normal va être constant, le diagramme de moment va être linéaire parce qu'il n'y a pas de charge répartie appliquée directement sur le poteau. Donc, du moment que le poteau n'est pas chargé directement, donc on prend alpha égale à 0,25 parce que le diagramme des moments va être linéaire sur le poteau. Monsieur, valeur correcte. Je veux juste vous poser une question, monsieur. Oui. Merci, monsieur. Juste en ce qui concerne le coefficient d'amplification des contraintes de flexion, ou bien
avant, contrainte normale. Est-ce qu'il y a une condition qui soit KF ou bien K inférieur ou égal à 1 ou bien supérieur strictement à 1? Toujours supérieur à 1, strictement supérieur à 1. Donc, si on trouve inférieur strictement à 1, c'est pas bien. Il y a une erreur. Ce qui est une erreur. Monsieur, vous pouvez retourner la contrainte normale. Coefficient d'amplification des contraintes normales. D'accord, bien. Donc, si on trouve une valeur de K ou de KF inférieure à 1, c'est qu'il y a un problème. Oui, d'ailleurs, la preuve K est toujours supérieure ou égale à 1. Le numérateur le dénominateur est supérieur au numérateur. Donc, c'est 1 plus quelque chose. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur, d'accord, merci beaucoup. Bien sûr. L'autre, c'est la même chose. Et monsieur, est-ce qu'ils sont toujours presque normal, presque égal à flexion? Ou bien pas, c'est pas, c'est pas toujours, monsieur. C'est pas nécessaire, c'est-à-dire, pas nécessaire que K presque égal à KF. Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Oui, monsieur, merci. Je veux juste savoir, est-ce que coefficient d'amplification des contraintes normales, est-ce qu'il est toujours presque égal à celui des contraintes Non. flexion ou bien c'est pas Ça nécessaire? dépend. C'est pas nécessairement. Ça dépend des cas. Ah, Ça dépend des dimensions du poteau, de sa longueur et des charges appliquées. ok, merci, monsieur. C'est compris. Donc, on a calculé les coefficients d'amplification des contraintes. Maintenant, on calcule la contrainte totale. Donc, la contrainte totale, c'est la somme des contraintes amplifiées. S'il n'y avait pas de flambant, c'est sigma plus sigma f. Or, c'est le flambant qui amplifie ces contraintes. Donc sigma total égale à k sigma plus kf sigma f. Donc, il faut vérifier la valeur, s'il est bon ou non. Monsieur, je crois que j'ai trouvé 20,25, si je ne me trompe pas. Voilà, donner une deuxième valeur, ça peut être, votre valeur, ça peut être la bonne. Donc, il doit être inférieur ou égal à sigma E, ce qui est bon. Parce qu'on a sigma E égal à 27,5. Donc, j'ai oublié parce qu'il faut préciser la limite élastique au départ dans les données, dans l'énoncé. Normalement, la limite élastique de l'acier choisie, sigma E égale à 27,5. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter c'est quoi alpha? oui، واحد الدقيقة عفاك غير نزيد هذيك minute.
comme الإخوان. Oui, monsieur. Pardon. Donc, un centimètre par millimètre carré. Donc, ça veut dire que finalement, donc, le poteau, il passe. Donc, le poteau, il est capable. Oui. Vous pouvez répéter alpha, monsieur. Donc, voilà ce que j'ai dit sur alpha. Donc, je vais revenir au schéma. Je vais vous montrer tout à l'heure d'abord les diagrammes parce que cet exercice, je l'ai fait sur robot. Donc voilà le schéma. Lorsqu'on construit le diagramme des moments ici, le diagramme des moments dans la poutre va être parabolique parce que la poutre est soumise à une charge uniforme. Par contre, le diagramme des moments dans les poteaux va être linéaire parce que les poteaux ne sont pas chargés directement. Ce qui fait que, puisque le diagramme des moments des poteaux est linéaire, il n'est pas parabolique, donc, d'après le règlement CM66, on prend alpha égale à 0,25. Donc ça, c'est suivant le règlement. Je vais réouvrir robot parce que cet exercice, et les résultats de robot avec ce qu'on vient de faire manuellement. Je vais partager avec vos robots. Est-ce que vous voyez maintenant le portique? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà le portique. Donc, normalement, au départ, je l'ai saisi ce robot. Donc, j'ai deux poutres. Vous voyez, ils sont articulés. Pardon, les deux poteaux sont articulés. Donc, avec la poutre. Donc, les poteaux sont des IPE 360. La poutre, c'est IPE 330. Normalement, il y a plusieurs charges, mais je me suis intéressé à une charge Q. Voilà, la charge Q. Je vais afficher la charge. Donc, voilà la charge que j'ai appliquée et avec laquelle j'ai fait les vérifications. Donc, vous voyez que j'ai appliqué une charge uniforme sur la poutre, c'est tout. Donc, il n'y a que la poutre qui est chargée, pas les poteaux. Donc, suite au calcul, donc on va vérifier le poteau. Donc, je refais le calcul rapidement. On va vérifier d'abord les efforts. On va vérifier le diagramme des moments, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, résultat, diagramme barre. Puis, je vais m'intéresser au moment fléchissant. Donc, lorsqu'on est dans une structure plane, le moment fléchissant, c'est MY. Et je vais lui demander d'afficher les valeurs. Description. Comme ça, il va afficher les valeurs maxi des moments. Puis normaliser. Donc, voilà le diagramme des moments. Pardon.
C'est en combinaison, attends. Pardon. Peut-être c'est un autre. C'est pas le même, je sais pas. L'essentiel, vous voyez le diagramme. Là, ce que je voulais montrer, c'est surtout le diagramme. Je crois que ici, les valeurs des charges sont changées. Ce n'est pas les mêmes valeurs. Mais ce qui nous intéresse ici surtout, c'est la layure du diagramme des moments. Donc, vous voyez que le diagramme des moments dans les poteaux est linéaire. Par contre, le diagramme des moments dans la poutre est parabolique, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que la poutre est soumise à un chargement uniforme. Donc, le diagramme des moments est parabolique dans la poutre, et puisque les poteaux ne sont pas chargés directement, donc le diagramme des moments, c'est des droites linéaires. Donc, du fait que le poteau est linéaire, donc on prend alpha égale à 0,25. Je vérifie juste la valeur parce que je n'ai pas pris le bon schéma, parce que j'ai un autre schéma. Parce que je voulais vérifier les résultats. Oh, non, en plus, c'est pas ça. Peut-être, j'ai pas sauvé la dernière version. Bon, je vais voir si je peux la retrouver. Non, ça, pardon, non, ça c'est le portique de bêta armé. C'est pas le bon. Bon, c'est pas le bon. Malheureusement, j'ai perdu parce que j'avais le même portique que j'ai modélisé ce robot avec un chargement. Et en comparant justement, ce que je voulais vous montrer, c'est les résultats donnés par robot. Et on montre que les résultats qu'on a calculés manuellement correspondent exactement à ceux de robot, mais malheureusement, j'ai pas retrouvé le bon portique avec les bonnes charges. Donc l'essentiel, donc il faut retenir que pour alpha égale à 0,25, parce que le diagramme des moments dans le poteau est linéaire. C'est ça l'essentiel. Donc on va revenir à l'exercice, parce que c'est pas encore terminé. Il reste encore une étape à faire pour l'exercice. Donc on va continuer l'exercice parce que
c'est pas encore fini. Donc, on a fait à peu près 60% du travail. Il nous reste pratiquement 40% de travail à faire parce que on a vérifié le flambement du poteau. S'il flambe dans le plan du portique, ça veut dire que, voilà un poteau, on suppose qu'il flambe dans ce plan, comme ça. Donc, il va flamber dans le plan du portique. Donc, Il va dans ce tomber plan. autour de l'axe Y, hein, monsieur, c'est ça. Voilà, maintenant, s'il a flambé, c'est comme s'il flambe par rapport à l'axe fort. Parce que dans le plan de portique, on raisonne par rapport à l'axe fort. Or, il se peut que le poteau flambe hors plan. Il flambe dans ce qu'on appelle le plan hors portique. Ça veut dire dans la direction long. Le poteau dans l'autre sens, d'après les schémas qu'on a vus avant, il va être articulé. Donc, je rappelle que le poteau dans le plan de portique il peut être articulé, c'est comme ce qu'on a fait, mais il peut être aussi encastré. Ça dépend de la hauteur du poteau et de l'effet du vent. Si jamais on a un poteau très haut, par exemple si j'ai un poteau qui fait 20 mètres, impossible qu'il passe avec un poteau articulé. Je dois être obligé de l'encastrer, c'est obligatoire. Parce que les dépassements vont être plus grands. Donc, je dois l'encastrer dans ce plan. Mais hors plan, dans notre direction, vu que le poteau est faible, et en général, le poteau est articulé. Donc, il est dans l'autre sens, il est systématiquement articulé en bas. Et en haut, normalement, il faut voir la direction lampon. Dans la direction lampon, souvent, parce qu'on a plusieurs poteaux. On a une série de portiques et tous les poteaux sont reliés par des pans dans l'autre sens qu'on appelle les pans sablières. Et toutes les pans sablières sont articulées sur les poteaux. Et dans l'autre plan, vu que les poteaux sont faibles, on est obligé de faire une croix verticale qu'on appelle palais de stabilité ou bien croix de Saint-André. Dans l'autre plan, on a systématiquement une croix parce que l'autre plan est faible. Et de fait que dans l'autre plan, on a une croix, ça veut dire que le système est considéré comme un système à nœud fixe parce que la croix va limiter le déplacement. Et de fait qu'on a une croix et le poteau dans l'autre sens est doublement articulé, ça veut dire que dans l'autre sens, on va considérer comme si on a un poteau doublement articulé, horizontale. Donc la longueur du flambement dans l'autre plan, ce qu'on appelle le plan, la longueur du flambement va être égale à la longueur des poteaux, tout simplement. Donc maintenant, on va vérifier le poteau dans l'autre plan, par rapport au plan faible. Voilà, donc vérification du poteau hors plan du portique. C'est-à-dire qu'on vérifie par rapport à l'axe faible. Donc lorsqu'on vérifie par rapport à l'axe faible, on suppose que le poteau va flamber dans l'autre plan, pas dans le plan du portique. Et dans ce cas, la longueur du flambement du poteau va être égale à la longueur du poteau. Donc LF égale à 8 mètres. On va voir qu'on peut trouver une autre solution plus intéressante. Donc, si on suppose que la longueur du flambement du poteau est égale à 8 mètres, donc on doit recalculer les lancements du poteau. Parce qu'on va faire un calcul presque parallèle, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que c'est un peu limité lorsqu'on considère le flambement dans l'autre plan. Donc, les lancements, cette fois-ci, c'est LF sur I, pardon, c'est Y, c'est pas X.
parce qu'on va flamber par rapport à l'axe faible. Donc ici, c'est... Donc c'est X, Y. Donc c'est Y, pas X. C'est-à-dire le rayon de gyration par rapport à l'axe Y. Donc là aussi, il faut chercher dans le catalogue pour le profilé IP 200, 360, et le rayon de gyration correspondant. Et dans ce cas, le rayon de gyration correspondant, c'est... Donc lorsqu'on lit dans le catalogue, pour IP 360, c'est 3,79 cm. Donc le lancement, c'est 800 divisé par 3,79. Il va donner cette valeur. Est-ce que la valeur est bonne? Oui, oui, monsieur, les deux valeurs correctes. Voilà. Juste qu'il faut ajouter un carré. Oui. D'accord. Comme tout à l'heure, exactement. Donc les lancements est égal à 211,08. On va faire tout à l'heure une remarque. Donc on corrige d'abord le lancement ici. Et décagnotant par millimètre carré. Même unité. Oui. C'est ça. Donc on a dit ici 211. Elle est bonne, mais elle n'est pas... Oui, oui, monsieur. Pourquoi elle est bonne et elle n'est pas bonne, à votre avis? Elle est bonne, mais elle n'est pas bonne. Parce que c'est trop Monsieur, inférieur à 27 et demi. Oui. Trop Sigma 1. inférieur. Il est trop petit à Sigma 1. C'est comme si elle Moi, est elle est négligée. trop petite. C'est comme si elle est négligée. Ça veut dire que le poteau il a une résistance faible au flambement. Donc il y a... comment on peut le prévenir aussi? Par l'élancement. Trouver un élancement bon. Et bon. Ici. Monsieur, on t'entend pas. On va faire des recommandations de quoi, normalement, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, voilà, déjà la première remarque. Vu que sigma k est faible, ça veut dire que monsieur, ما سمعناش قلتي نورمالمون. dès qu'on trouve des lances supérieures à 200, c'est un mauvais signe. Ça veut dire que le risque de faut mieux diminuer. Il vaut mieux c'est que les lancements restent inférieurs à 150. Mais même à 200, donc ça c'est le premier.
ici, c'est qu'on a trouvé sigma k très. Donc là, je peux dire que son simple flambant. S'il est faiblement chargé, c'est pas très. Mais charge L contre sigma est grand. Monsieur, Mais on va trouver une solution. Comment? on t'entend mal, là, monsieur, sauf que tu parles. Donc, je sais pas, je pense qu'on a un problème de connexion. Je suis désolé. Je vais reprendre. Donc j'ai dit que donc ici on s'intéresse au flambement par rapport à l'axe faible. Donc par rapport à l'axe faible, on a trouvé un élancement lambda y égale à 211,0. Ça veut dire qu'on a un grand élancement. C'est pas très bon. Donc on a intérêt à limiter pour éviter les lancements. Trouver des solutions. On va trouver une solution qui va limiter les lancements. 50, il ne faut pas dépasser 150. Monsieur, s'il vous plaît. Avec le flambant. Oui. C'est lambda Y ou bien lambda X qu'il ne faut pas dépasser 150? Les deux élancements. Les deux, mais ici c'est 211, donc c'est-à-dire le poteau résiste faiblement flambant. C'est ça la réponse. Il est comme ça. Oui, c'est ça la réponse. Donc, ok, merci beaucoup. Monsieur, l'explication de pourquoi elle est très petite? On peut l'accepter, mais c'est pas très. Une solution qui va limiter le flambement et ça va donner une solution meilleure. Monsieur, on va continuer avec cette solution. Sur l'explication de sigma k, elle est très petite. Pourquoi elle est très petite? Parce que ouais, voilà, donc lorsqu'on a sigma k égale à très lorsque la contrainte critique sigma k est petite, ça veut dire qu'il a une résistance faible au flambement. Parce qu'il ne peut supporter que des petites contraintes. Sinon, il va flamber. Parce que c'est quoi sigma k? Sigma k, c'est la contrainte critique de flambement. Ça veut dire que théoriquement, c'est l'effort normal dans une contrainte plus grande, le poteau flambe. Mais heureusement, l'effort normal appliqué a donné une petite contrainte sigma. Parce que la contrainte sigma qu'on a calculée tout à l'heure, elle est égale à 0,700 et quelques. Ça veut dire que le poteau est faiblement chargé. La contrainte réelle dans le poteau sigma est très faible. C'est pourquoi on ne craint rien. Parce que le poteau est faiblement chargé. Mais le calcul n'est pas encore fini. On doit calculer cette fois le coefficient d'amplification des contraintes, mais par rapport à cette formule, pas par rapport à la formule précédente, parce que par rapport à la faible, le poteau est soumis uniquement à un effort normal. Il n'y a pas de moment. Donc on va calculer le coefficient K à partir de cette formule. Donc dans laquelle on a la contrainte critique sigma E et la contrainte sigma K. Donc il faudra recalculer le coefficient d'amplification des contraintes normales par cette formule. D'ailleurs, qu'on avait déjà utilisé lorsqu'on avait dimensionné les montants dans la poterie. Donc sigma E c'est 27,5
Et sigma K, c'est 4,65. Donc, il faut calculer le coefficient K. Monsieur, s'il vous plaît, Oui, j'ai trouvé 7,94. on vérifie. Je crois que oh, ouais, exactement, c'est la valeur qu'on a trouvée. Donc finalement, la vérification de la résistance par rapport à l'axe faible. Donc on a heureusement que dans l'axe faible, on n'a pas de moment parce qu'on n'a pas le portique. Donc on n'a que l'effort normal. Donc dans l'axe faible, le poteau n'est soumis que à l'effort normal N. Donc il n'y a pas de moment. Le moment est appliqué dans l'axe fort. Donc ce qui fait que la relation à vérifier, c'est K fois sigma. Le sigma qu'on a calculé avant, C'est 0,739. C'est juste, monsieur, voilà, 5,86. c'est juste. Oui, monsieur, parce que sigma est égal à 0,739. Exactement. Et kilonewton par millimètre. Donc ça veut dire que théoriquement, on est bon. Parce que on trouve une contrainte inférieure ou égale à sigma E, qui est égale à 27. Théoriquement, c'est OK. Mais on le déconseille parce qu'on a un élancement supérieur à 200. Donc, on recommande de diminuer l'élancement. Monsieur, Oui, est-ce que parce qu'on a les lancements supérieurs à 200 ou bien à 150? normalement 200, mais le mieux, c'est 150. Ok, merci. Donc voilà, donc on recommande de diminuer les lancements. Comment on va diminuer le lancement? Si on va augmenter la section, Euh, ça, c'est une solution, mais il y a une autre solution. on va augmenter si on va faire des cadres. Voilà ce que je propose. Augmenter le rayon de génération. Voilà, on va augmenter le rayon de génération, mais comment on augmente le rayon de génération? On va choisir un autre type IPE, profilé. Ça, c'est une solution, mais il y a une autre solution. Moi, la solution que je vais proposer, ben, c'est donc les photos qu'on a vues la dernière fois. Ma solution, c'est de diminuer la longueur des flamants. Oui, c'est vrai. Si on diminue la longueur des flamants, ça peut être une solution. Bon, je vais juste voir les photos qu'on a vues la dernière fois. Oui, c'est mieux. Oui, monsieur. Monsieur, c'est bon. Oui. Et le schéma, voilà. Donc voilà les portiques. Donc on a une série de portiques. Donc voilà nos poteaux. Donc on a plusieurs poteaux. Donc chaque poteau il a une hauteur de 1 mètre parce que les portiques sont les mêmes. La solution qu'on fait d'habitude, on va rajouter une traverse ici. On va rajouter une traverse le long
de tous les poteaux. Monsieur. Je vais rajouter ouais, la ligne. J'espère que je puisse la dessiner. Donc, une ligne comme ça. Donc, lorsque je rajoute cette traverse, vu que j'ai des croix, donc puisque je suis dans le plan hors plan, j'ai des croix, ça veut dire que j'ai une structure à nœud fixe. Quand je rajoute cette traverse, c'est comme si je rajoute un appui intermédiaire. Donc, lorsque le poteau flambe, il ne va pas flamber sur toute la hauteur, il va flamber. Donc, voilà comment il va. Sur le milieu. Exactement. Donc, finalement, la longueur de flambeau n'est plus égale à 8 mètres. Donc, la longueur de flambeau va être égale à 4 mètres. 4 mètres. Et une fois que la longueur de flambeau diminue, systématiquement, les lancements va être, tu le calcules être bon. Donc, voilà la solution qu'on adopte. Ça, c'est une solution réelle. En général, souvent, lorsqu'on a des poteaux inférieurs ou égaux, par contre, dès que le poteau dépasse 8 mètres et plus, donc c'est la solution qu'on pratique dans le chantier. C'est bon, revenons à l'exercice. Est-ce que... S'il vous plaît, monsieur. Oui. Monsieur, donc les traverses اللي غنزيدو. نعم. دوك les traverses اللي غنزيدو. لو شوا ديالهم كيفاش غيكون؟ الشوا ديالك كنزيدو واحد. En général, par expérience, voilà, là aussi je parle par expérience. C'est des, c'est des HEA, c'est pas en général on rajoute HEA, parce que donc, les traverses, si jamais le poteau a tendance de flamber, ils vont être soumis à des efforts de compression. Or, les HEA résistent très bien à la compression. Donc, en général, c'est des HEA 100 ou bien 120 ou bien 140. C'est ce qu'on fait d'habitude. HEA 100 ou bien 120 ou bien 140. Ça dépend parce que ça dépend aussi de la portée entre les poteaux. Est-ce qu'on a une distance entre poteaux de 5 mètres ou bien de 6 mètres ou bien de 5 mètres? Donc en pratique, c'est des HEA 100 ou bien 120 ou bien 140. C'est les sections qu'on utilise en pratique. Donc, c'est la solution qu'on adopte. Donc, finalement, donc je vais... Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, juste par hasard, est-ce qu'on peut, au lieu de faire cette traverse horizontale, on fait une petite traverse verticale au milieu de croix? Est-ce que c'est possible? Je suis pas sûr. Donc, chaque traverse. Oui. Donc, il faut le faire plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est possible ou bien c'est pas... C'est déconseillé, je crois. Non, c'est déconseillé. On ne le fait pas. Donc, la solution qu'on pratique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça la... Donc, une fois qu'on rajoute cette traverse, donc tous les calculs vont être... donc, il suffit de remplacer justement. Donc, LF, ce n'est plus égal à 8, mais ça va devenir égal à 4 mètres. Donc, les lancements, c'est la moitié. Ce n'est plus... C'est facile aussi pour les calculs. Pour les calculs, exactement, c'est facile. Donc, et finalement, on va prendre un tigre maca, peut-être, non, 4 fois plus grand. Vous allez faire les calculs, s'il vous plaît. Vous allez être surpris pour sigma. Sigma K.
va être multiplié. Donc, à quoi égale les lancements? C'est 105,54, c'est ça. Vous êtes d'accord? Donc, c'est quoi? À quoi est égal sigma K? Merci. Sigma K, sigma va être multiplié. Ça va donner à peu près 17 ou bien 18. Ou bien 20 même. C'est entre 16 et 20. Donc, vous trouvez combien pour sigma K? 18,6. Voilà. 4 fois Voilà, 65 multiplié par 4. Par 4. Oui. Vous voyez que 18. ça veut dire que sigma K a augmenté, ça veut dire que le poteau maintenant il a une bonne résistance au flambement. Donc on n'a plus de risque de flambement. Et le K aussi va diminuer. Donc vous allez recalculer le K, il ne va pas dépasser 3 ou bien 4 maximum. Donc vous allez trouver combien pour ça? 2,27. Voilà. Vous voyez que K est devenu très faible. Oui, Et sigma K, c'est très très petit. Donc vous voyez que on a amélioré la résistance par rapport au flambement. Donc c'est ce qu'on fait d'habitude. Donc on diminue la longueur de flambement. Donc merci pour cette première séance. Donc on se retrouve tout à l'heure. Merci, monsieur.